Alors merci, bonjour à tous. Alors 13 minutes, c'est pas beaucoup, mais on va essayer de faire avec. Mais Clémentine m'a dit 13 minutes. Je lui ai dit, venir du nord de Paris pour 13 minutes. Elle m'a dit, si, tu verras, je t'offre une bière après. Alors bon, donc du coup, je suis venu. Je vois que je ne suis pas le seul à qui elle a proposé une bière, parce que sinon, je pense qu'on serait moins nombreux. Donc mon propos est de vous parler de maladie de Crohn. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vous présente une malade que j'ai vue en consultation. Hein. Moi, je suis pédiatre, hein. Je vois des enfants et des adolescents en consultation. Et donc, Julie a 13 ans, elle n'a pas d'antécédent médical particulier. Et puis finalement, elle se plaint depuis quelques mois de douleurs abdominales, d'une diarrhée relativement banale, qui va, qui vient, qui dépend un peu des moments. Et puis, ce qui inquiète un peu, c'est quand même qu'elle a une altération de l'état général, elle a de la fatigue, elle est un peu amaigrie. Et quand on l'examine, il y a le ventre un peu sensible. Quand on appuie un peu fort, ben, elle dit aïe. Et puis, quand on la regarde d'un peu plus près, on voit qu'elle n'a pas de développement pubertaire, donc elle a plutôt un retard de développement pubertaire, et puis une petite fissure anale au niveau de l'anus. Eh bien, quand vous avez Julie qui vient en consultation, vous pouvez dire d'emblée elle a une maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est assez facile. C'est des adolescents c'est des gens qui, chez les enfants, ont plus de 10 ans en général, et qui viennent avec une diarrhée, des douleurs abdominales et un retard de croissance et une altération de l'état général. C'est 90% des cas comme ça, donc c'est pas très difficile d'être gastropédiatre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier-là. Et donc, alors Julie, quand on prend les courbes d'incidence de la maladie de Crohn en fonction de l'âge, vous voyez qu'il y a une petite surincidence chez les filles. Et Julie, elle est au début du pic d'incidence, elle est dans cette zone-là, des adolescents. Donc ce n'est pas les plus nombreux, en général la maladie apparaît plutôt à l'âge adulte, avec vous voyez un assez beau pic entre 20 et 30 ans. Et puis bon, ça peut survenir aussi plus tard, hein, même à 80 ans, mais c'est plus rare. Et puis une fois que la maladie s'est déclenchée, ça c'est la première poussée, hein, c'est l'âge au début de la maladie, à la première poussée, une fois que c'est déclenché, eh bien, la maladie va persister avec des évolutions variables d'un malade à l'autre. Certains ont des maladies très évolutives, très chroniques, et puis d'autres ont des poussées, puis ils vont bien entre deux, et puis ça revient quelques années après. Donc c'est très variable d'un malade à l'autre et c'est pas très prédictible. Alors une fois qu'on a, Julie, la diapo suivante qui est là, on va faire éventuellement quelques examens biologiques pour orienter le diagnostic, mais ce qui fait vraiment le diagnostic, c'est en fait l'endoscopie. Et en fait, pour faire le diagnostic de maladie de Crohn, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer tout le tube digestif, puisque la maladie peut se mettre sur tout le tube digestif, depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et puis on va regarder et faire un bilan des lésions. C'est pas très compliqué, on regarde tout, et puis on dit, voilà, on check, et puis on dit, il y a une atteinte à tel endroit ou à tel autre. Alors, le check-up se fait avec une fibroscopie haute pour regarder l'œsophage, l'estomac, le début de l'intestin grêle. L'intestin grêle, dans son ensemble, est une zone assez opaque à l'endoscopie, sauf avec de la vidéocapsule. Donc, en général, on utilise la radiologie. Et puis après, le côlon, la fin de l'intestin grêle et le côlon est vue par l'endoscopie avec une colonoscopie. Donc, la coloscopie, je vous ai montré celle de Julie. Donc, vous voyez ici une muqueuse normale pour vous montrer pour que vous ayez la comparaison. Et que vous voyez un aspect rosé, si on peut revenir en arrière, de la muqueuse, et puis une trame vasculaire qu'on voit bien, la diapo suivante. Et puis quand on a une maladie de Crohn, ce qu'on observe, c'est des lésions qui sont des ulcérations qu'on voit sous forme de taches blanches ici, qui sont, vous voyez, on dit en forme de carte de géographie, c'est irrégulier. Et puis vous voyez que c'est à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'il y a des zones saines ici, roses. Alors, elles ne sont pas tout à fait saines, on ne voit pas bien la trame vasculaire, mais elles sont quand même peu lésées, et puis des zones malades. Et donc, il y a des zones saines et des zones malades sur tout le tube digestif de la bouche à l'anus, et c'est variable d'un malade à l'autre. Alors, c'est comme ça qu'on fait le check-up, puis qu'on va dire qu'il y a une atteinte de l'iléon, du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, en fonction des lésions qu'on va observer. Et c'est important de faire ce check-up, parce que le traitement va être orienté en fonction de la localisation des lésions. Alors si on regarde en fait la plus petite lésion de la maladie de Crohn, ce qui peut un peu nous orienter vers ce que c'est que la maladie, parce qu'une fois qu'on a des ulcérations qui sont de plus en plus étendues, de plus en plus profondes, on a du mal à savoir ce que c'est, eh bien les premières lésions qu'on voit, les plus petites, c'est des ulcérations aftoïdes. Ça ressemble en fait à des petits aftes comme on a tous eu dans notre bouche. Hein, vous les voyez, c'est des petites taches blanches ici qui sont disséminées comme ça sur l'intestin. Et il y a des gens qui ont essayé de regarder ce qu'il y avait en dessous, et ils ont creusé. Les premiers qui l'ont fait, c'est
des Japonais, mais il y a d'autres équipes qui se sont amusées à faire ça, comme il y a des Allemands par exemple. Et puis vous voyez, quand vous prenez l'ulcération, avant même d'ailleurs qu'il y ait l'ulcération, eh bien ce que vous regardez au microscope électronique, ce qu'il y a en dessous, ce qu'on voit c'est en fait des follicules lymphoïdes, c'est-à-dire c'est un tissu lymphoïde qui est sous-jacent. La diapo suivante. Et puis si vous regardez d'autres lésions dans l'intestin, là ici c'est des lésions dans l'estomac, alors qu'il n'y a pas de lésions macroscopiquement visibles à endoscopie, mais que vous faites une biopsie comme ça à l'aveugle, eh bien vous pouvez trouver de temps en temps des lésions là aussi avec des petits lymphocytes qui viennent se mettre autour de une ou deux glandes. Et puis vous voyez sur cette biopsie qui doit faire moins d'1 millimètre de large, eh bien il y a une petite zone malade ici, puis il y a des zones qui sont saines autour. Donc c'est vraiment, même à l'échelle microscopique, la maladie de Crohn, c'est des zones malades et puis des zones saines avec essentiellement un infiltrat avec des cellules mononucléées où prédominent les lymphocytes. C'est la maladie, elle est probablement déterminée comme ça. Alors aujourd'hui, les traitements qu'on peut proposer à Julie ou aux adultes, en général les adultes, on propose ça. Je vous ai mis sur cette diapo le récapitulatif, mais en gros ce qu'on propose, c'est des médicaments anti-inflammatoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire l'inflammation avec les lymphocytes. Donc on va réduire soit l'arrivée des lymphocytes, soit leur activité dans le tissu. Donc c'est typiquement des anti-inflammatoires de type stéroïdien ou non stéroïdien, plutôt stéroïdien pour la maladie de Crohn, des immunosuppresseurs, azatioprine, méthotrexate, des biothérapies anti-TNF, anti-molécules de homing, anti-interleukine 12, etc. La leucophérèse dans les cas les plus sévères, etc. Donc on essaye toujours, avec nos traitements, aujourd'hui, en l'état actuel, de résoudre ce problème de l'infiltrat lymphocytaire. On peut revenir en arrière. Et en fait, ce qu'on ne sait pas faire, c'est traiter la cause de l'infiltrat, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les lymphocytes viennent se mettre là. Probablement, il y a quand même une souffrance des cellules épithéliales, mais qui aujourd'hui est mal connue, on pourra y revenir dessus. Et je pense que c'est une des premières choses qu'il faut, dans les questions en suspens, une des premières, c'est celle-là. La diapo suivante, encore la suivante. Alors juste pour les enfants, nous on a la particularité en pédiatrie de traiter avec ce qu'on appelle une assistance nutritionnelle, c'est un traitement purement nutritionnel. Donc là, on ne traite pas les lymphocytes, on donne à boire à nos adolescents, à nos enfants ou nos adolescents, eh bien, un produit, alors il y en a plusieurs dans le commerce, en France le plus utilisé, c'est un produit qui est en fait un dérivé du lait, et ça se boit. Cette technique-là de boire du produit, alors certains n'aiment pas beaucoup parce que boire du lait en grande quantité, c'est pas très facile. Donc dans ces cas-là, on leur met par une sonde nasogastrique, comme vous voyez sur cette image, et donc on fait une nutrition entérale qui va directement dans l'estomac pour ceux qui n'arrivent pas à boire 2 à 3 litres de lait qui leur sont préconisés tous les jours. Quand je dis du lait, c'est des produits quand même un peu dérivés du lait, je caricature un peu quand je dis ça. Donc ces produits d'assistance nutritionnelle marchent extrêmement bien, ça résout les poussées. Et une des questions on sait que ça résout les poussées, mais ce qu'il faut, c'est absolument que les enfants ne boivent que ça. S'ils commencent à manger en plus, ça ne marche pas. Et c'est assez intriguant, puisque finalement, il y a un effet d'une diète, d'un régime, qui est extrêmement contraignant, ce qui en limite l'utilisation. Hein. Quand vous avez proposé ça à un ado une fois, de passer quelques semaines à ne pas manger mais à boire du lait, et que vous lui reproposez une deuxième fois, il vous dit non, non, moi je veux pas. Donc, alors troisième fois, je vous en parle pas. Donc en fait, c'est très contraignant, c'est très difficile, mais ça marche très bien. Et ça, on ne sait pas pourquoi ça marche très bien. Il y a des tas d'hypothèses, si vous voulez, on peut en discuter après. Mais aucun de nous ne sait vraiment comment ça marche. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une question en suspens. La diapo suivante, alors on va passer du cas de Julie, qui est le cas que je vous ai présenté, à des cas à une échelle plus populationnelle, et puis un petit peu à la recherche. Alors quand on prend l'incidence de la maladie de Crohn dans le monde, eh bien, vous avez cette carte-là, avec, vous voyez, quand même une atteinte qui est plus dans les pays développés, Amérique, Europe, avec un maximum ici en Nouvelle-Zélande. C'est le top 10 du monde. Et la diapo suivante, quand vous comparez avec une carte du monde, eh bien, c'est les pays en fait développés où il y a le plus de maladies de Crohn. Et en fait, la maladie de Crohn est stabilisée dans ces pays et elle est en émergence dans les pays qui sont en voie de développement, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, où la maladie est en train d'apparaître. Donc il est clair qu'il existe une corrélation géographique entre le niveau de développement, donc l'adoption du mode de vie occidental moderne,
et puis la fréquence de la maladie. On estime que dans les pays développés, c'est à peu près 1 pour 1000 la maladie de Crohn. Une personne sur 1000 dans la population est atteinte, ce qui est quand même pas négligeable. La diapo suivante, c'est un ordre de grandeur, hein, ça dépend d'un pays à l'autre. Alors ça, c'est les corrélations géographiques, mais on peut aussi faire des corrélations temporelles. Et vous voyez qu'en fait, la maladie de Crohn, que l'incidence est à gauche, et puis au cours du siècle, du XXe siècle, vous voyez que dans les pays dits actuellement développés, eh bien, la maladie a été une vraie épidémie, avec l'apparition de la maladie au début aux États-Unis, Minnesota, et puis après en Scandinavie, Uppsala, Malmö, etc. Puis après, un peu plus tard, en Asie, en Europe de l'Ouest. Et donc cette épidémie de maladie de Crohn, elle a suivi aussi le niveau de développement et l'adoption du mode de vie occidental moderne. La diapo suivante. Du coup, ce n'est pas tout à fait par hasard que probablement c'est M. Crohn qui a décrit la maladie. Crohn habitait à New York, il travaillait au Mount Sinai Hospital, donc aux États-Unis, et il a décrit la maladie en 1932, c'est-à-dire en fait au début de l'épidémie qui est survenue aux États-Unis. Et c'est parce qu'il était là au bon moment qu'il l'a décrit avec ses 2 collègues qui étaient un chirurgien et un anapathe. La diapo suivante. Alors après, la question c'est, oui, ça est lié au mode de vie occidental moderne, mais le mode de vie occidental moderne, c'est plein de choses. Et en fait, quand vous commencez à regarder qu'est-ce qu'il y avait avant le changement de mode de vie et puis maintenant, eh bien, vous pouvez dire qu'à peu près tout a changé. Je trouve que l'expression, par exemple, avant-guerre, qui est une vieille expression, on disait dans le temps, oh ouais, c'est comme avant-guerre, etc., ça marche assez bien. C'est-à-dire que si vous dites, bah, c'est comme avant, eh bien, en fait, il n'y a plus rien comme avant. Vous n'avez pas les mêmes loisirs, vous ne portez pas les mêmes vêtements, vous n'avez pas les mêmes sorties, vous ne dansez pas la même chose quand vous allez en boîte. D'ailleurs, avant, vous n'alliez pas en boîte. Vous avez de l'eau chaude, vous avez des frigidaires, vous avez des radiateurs, vous avez une machine à laver, ce qui n'existait absolument pas. Du gaz à tous les étages, tout ce qui n'était pas avant-guerre, vous l'avez maintenant. Et ça, tout ça, ça a changé. On utilise des médicaments, il y en a à la pollution, on a des voitures, on a des quantités de choses. Et en fait, le mode de vie a changé tellement complètement qu'on peut dire que la maladie de Crohn doit être liée à quelque chose parmi toute cette espèce de grande liste à l'après-vert que je vous ai mis ici. Mais qu'on ne sait pas vraiment quoi, puisque finalement, quand on boit du coca, on va aussi chez McDo, mais on porte un jean, on écoute une certaine musique, on a certaines vacances, etc. Et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, les gens ont dit, je pense que c'est ça. Alors, je vous ai mis une liste à peu près exhaustive de ce qui a été associé à la maladie de Crohn. Vous prenez ce que vous voulez, chacun réfléchit, chacun essaye de suggérer son idée à lui, chacun y a été. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, et puis c'est très subjectif, c'est ce que moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Donc, on y va, je vous donne quelques exemples. Donc, dans les facteurs de vie, dans les modes de vie, qu'est-ce qui a pu changer? La diapo suivante. Alors, probablement la première hypothèse, ça a été de dire on rencontre des bactéries qui créent l'inflammation, un petit peu comme une infection chronique. En fait, il y a encore pas mal de gens qui travaillent sur cette hypothèse. Et la bactérie la plus populaire, celle sur laquelle on a le plus travaillé, c'est Mycobacterium avium paratuberculosis, MAP, qui donne la paratuberculose ou maladie de Yohn chez les bovins. Et en fait, celui qui a suggéré ça, c'est ce monsieur qui était en fait un gentleman farmer écossais. Il était chirurgien. Et il s'est rendu compte qu'il opérait quelques malades qui avaient finalement des lésions qu'il retrouvait dans son cheptel quand il rentrait chez lui, qu'il mettait ses bottes. Et donc il a dit, peut-être que finalement les malades que j'opère, qui à l'époque ne s'appelaient pas malades de Crohn, mais qui auraient pu s'appeler maladie de Dalziel, eh bien ils avaient quelque chose de comparable à ces bovins ou ces ovins qui avaient une paratuberculose. Eh bien cette idée, elle a été lancée en 1913, et je dois dire que 100 ans plus tard, on ne sait toujours pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous ai mis le nombre de papiers publiés en 2015 sur ce sujet, où on croise Crohn et MAP. Eh bien, tous les ans, il y a des arguments pour et des arguments contre. Je ne vais pas les détailler ici, parce que ça, il faudrait 13 minutes de plus, mais c'est assez intéressant. Alors ça, c'est la bactérie la plus étudiée, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur des colis entéro-invasifs et adhérents. Il y a des gens qui travaillent sur Helicobacter, nous on travaille sur Yersinia, chacun a un peu ses idées, il y a des hypothèses. La diapo suivante. Après, il y a des gens qui travaillent sur les additifs alimentaires. J'aime bien cette hypothèse que quand on compare l'utilisation des additifs, c'est assez bien corrélé avec l'émergence de la maladie. Et vous avez une étude très très récente qui vient d'être publiée qui travaille sur les additifs de type émulsifiant. Et vous voyez que quand vous avez des émulsifiants, ici il y en a 2 types par rapport à l'eau, eh bien vous voyez que le mucus qui est en vert est un petit peu plus abîmé
et il laisse rentrer les bactéries qui sont en rouge, qui viennent donc plus en contact avec l'épithélium, et ça a été montré dans la maladie de Crohn. Je ne sais pas si pour autant les additifs sont responsables de la maladie, mais c'est des pistes de recherche. La diapo suivante, un autre additif alimentaire, c'est les microparticules. On est de plus en plus exposé aux microparticules, et il y avait une hypothèse qui disait que les microparticules pouvaient pénétrer dans les follicules lymphoïdes, qui s'appellent les plaques de Peyer dans l'intestin grêle, à la fin de l'iléon, et qu'elles pouvaient se stagner là. Les microparticules sont normalement inertes, mais elles sont capables de se charger de molécules biologiquement actives et donc de créer de l'inflammation. Et ça a été reproduit récemment. Donc c'est peut-être une hypothèse. Cela dit, Powell, qui avait lancé l'hypothèse il y a quelques années, avait fait des essais cliniques pour essayer d'éviter l'exposition aux microparticules, mais sans grand succès malheureusement. Donc l'idée a été un peu abandonnée au fil du temps. La diapo suivante. Alors, il y a des bactéries, il y a éventuellement des additifs, l'exposition à des agents exogènes, et puis il y a des gens qui ont dit c'est peut-être lié aussi au fait qu'on a un mode de vie qui est trop propre. Alors, vous savez que cette idée de l'hypothèse hygiéniste, elle vient des allergologues qui ont dit que des enfants qui étaient surprotégés développaient une immunité différente qui allait dans le sens de l'allergie, avec plus d'asthme et plus d'allergies alimentaires, par exemple. Eh bien, Jean-François Bach, qui est notre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, avait tenté de généraliser cette hypothèse à des maladies non seulement allergiques, mais aussi auto-immunes, dont le diabète, qui était son grand sujet de recherche, et éventuellement la maladie de Crohn. En fait, telle qu'elle est proposée par les allergologues, cette hypothèse hygiéniste n'est pas confirmée dans la maladie de Crohn, et les enfants ne sont pas surprotégés quand on les compare à des sujets témoins. La diapo suivante. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ont quand même suggéré que l'excès de propreté de notre mode de vie actuel pouvait driver l'augmentation d'incidence de la maladie. Et il y a plusieurs hypothèses, mais je vous en raconte une ou deux. Et donc on a dit par exemple que de ne plus avoir de vers dans nos intestins pouvait orienter la réponse immunitaire vers le type Th1, alors que les vers orientent vers le type Th2, et que de ce fait on pouvait créer de l'inflammation dans notre intestin. Et du coup, il y a des gens qui ont proposé de redonner des vers aux malades. Ici, vous avez un œuf de ténia de porc qui a été utilisé dans les essais cliniques. Les essais sont toujours en cours. Ça fait depuis 2005 à peu près que l'idée traîne. Il y a eu 2 essais ouverts qui étaient plutôt positifs dans la maladie de Crohn et la rectocolite. Les derniers essais dans les derniers congrès sont plutôt négatifs. Mais bon, c'est une hypothèse en cours. La diapo suivante. Nous, on s'est amusé à dire que peut-être c'était la réfrigération des aliments qui pouvait driver la maladie de Crohn. L'idée, c'est que en fait, l'inflammation intestinale suggère que c'est lié aux bactéries, que c'est lié au mode de vie occidental avec trop de propreté, tout ce qu'on a, et qu'on s'était dit peut-être la réfrigération pouvait avoir un rôle. Et il y a des bactéries qui peuvent pousser au froid, vous le savez, c'est des bactéries qu'on appelle psychotrophes, et dont Yersinia, qui a des parentés cliniques dans les yersignoses avec la maladie de Crohn, et donc on a travaillé sur cette hypothèse. La diapo suivante. Et puis l'hypothèse la plus communément admise quand même aujourd'hui, c'est de se dire que finalement ce qui drive la maladie, c'est notre mode d'alimentation, et le mode d'alimentation occidental moderne est caractérisé par plus de protéines, plus de matières grasses, plus de sucre rapide, moins de fibres, et que tout ça doit modifier quelque part la flore intestinale qui devient pro-inflammatoire et crée de l'inflammation. Alors il y a une étude qui a été publiée récemment qui suggère que dans un modèle de colite animale, ici c'est des animaux génétiquement susceptibles à une colite, c'est des souris IL-10 knockout, et bien quand on leur donne un régime riche en graisse, on modifie les sels biliaires disponibles dans l'intestin, du coup la flore intestinale résidente, et les souris qui sont nourries avec un régime plus riche en graisse font plus volontiers une colite. Donc c'est un peu l'hypothèse sur laquelle la plupart des gens s'appuient. La diapo suivante. Du coup, le grand sujet de recherche aujourd'hui dans les maladies inflammatoires Crohn et rectocolite, c'est la dysbiose. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont associées à la maladie de Crohn que je vous ai listées ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait plus de temps. Il est indéniable que la dysbiose paraît un sujet important dans les MICI, comme dans plein d'autres maladies, vous êtes au courant de tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un peu du mal à savoir si c'est la cause ou la conséquence, toutes ces observations d'une flore qui est un peu variée et un peu différente d'une flore dite normale. Et ce problème n'est pas complètement soluble. Alors vous allez me dire, on pourrait le résoudre avec des modèles animaux. Le problème, c'est qu'on n'a pas de modèles animaux de maladie de Crohn
très validé, très solide. Donc du coup, on a du mal à le confirmer sur des modèles animaux et je pense qu'on aura la confirmation avec des essais cliniques de transplantation de microbiote intestinal qui sont actuellement en cours ou qui vont sortir. Les premiers résultats sont intermédiaires, plutôt modestes. La diapo suivante. Alors, il n'y a pas que des facteurs d'environnement, il y a aussi des facteurs génétiques. Et si vous demandez à quelqu'un, un malade, s'il a un apparenté, ici un frère ou une sœur, mais ça peut être un apparenté plus lointain, s'il a un apparenté atteint de maladie de Crohn, à peu près 8 à 10% des malades vont vous dire oui. Ça veut dire qu'il y a un excès d'agrégation familiale de la maladie qui suggère quelque chose de génétique, la diapo suivante. Et effectivement, des gènes ont été cherchés. Alors la diapo passe pas très bien en Mac, je suis désolé. Et donc en fait, avec les Genome-Wide Association Studies, dont vous avez dû tous entendre parler, eh bien on a trouvé maintenant jusqu'à plus de 140 gènes à la maladie de Crohn. La diapo suivante. Si on fait le résumé de ces 140 gènes, chacun est représenté par un petit point ici, vous voyez que en fait, l'odds ratio qui représente le risque attribuable à chaque polymorphisme associé à la maladie, il est faible. Vous voyez autour de 1,2. Rarement au-dessus de 1,5, il y a 2 exceptions, NOT2 et interleukine 23 récepteurs, que je ne détaillerai pas. Et vous voyez que la majorité des gènes ont des effets tous individuels, des effets individuels faibles. Ça, c'est un élément important, la diapo précédente. Et donc, du coup, la deuxième remarque, c'est que ces gènes, si on regarde la fréquence de ces gènes, de ces polymorphismes dans la population générale, pas chez les malades, dans la population générale, eh bien, ces polymorphismes varient de 0 à 100%. Donc ils sont très communs pour la plupart, certains sont même extrêmement communs, c'est les allèles normaux qu'on porte tous ici dans cette salle. Et je dois vous dire tous que vous avez beaucoup de gènes de prédisposition à la maladie de Crohn et que si on vous distingue, vous, de gens qui ont la maladie de Crohn, eh bien on trouve en moyenne 2 allèles de différents sur 140, ça ne fait pas beaucoup. Donc du coup, on a beaucoup de mal à extrapoler cette connaissance génétique individuelle des gènes puisqu'ils ont des effets faibles, mais même collectifs de tous ces gènes, que finalement le delta du nombre d'allèles de susceptibilité entre des malades et des témoins est peu différent. La diapo suivante. Alors, ces gènes ont quand même apporté quelque chose. Si vous prenez tous ces gènes et que vous regardez dans quelles fonctions biologiques ils interviennent, eh bien vous vous apercevez que quand même il y a des choses qui ressortent. Et vous avez ici la taille des lettres qui correspond au nombre de gènes associés à la fonction biologique en question. Et vous voyez que la génétique a permis quand même d'orienter sur la réponse immunitaire innée, l'activation lymphocytaire, ce qu'on se doutait quand même un peu, les ROS, l'autophagie, qui n'était pas du tout suspectée dans la maladie de Crohn avant. Donc aujourd'hui, la génétique a permis de quand même focaliser sur des fonctions biologiques qui sont importantes et sur lesquelles on travaille. Et peut-être que ces fonctions biologiques vont pouvoir nous permettre de savoir qu'est-ce que c'est qui crée initialement l'inflammation, qui va faire que des lymphocytes vont être appelés dans l'intestin pour répondre à quelque chose, probablement un stress cellulaire au sens large. La diapo suivante. Alors le dernier point, c'est que on a beaucoup de gènes, je vous ai dit 140. Finalement, si on compte la participation génétique qui est expliquée, donc l'héritabilité, c'est-à-dire la part génétique associée à la maladie, qui est expliquée par ces 140 gènes, vous voyez qu'on plafonne à peu près 25%. Donc il y a 3/4 de la composante génétique ou de l'hérédité qu'on ne comprend pas malgré les multiples gènes qu'on a trouvés. C'est vrai pour la maladie de Crohn, c'est vrai pour l'ensemble des maladies génétiques complexes, hein, ce que je vous dis, c'est pas... Donc ça s'est appelé le problème de l'héritabilité manquante. On ne sait pas aujourd'hui expliquer l'héritabilité dans les familles avec tous les gènes qu'on a trouvés. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est probablement pas lié à des polymorphismes un peu différents qu'on n'aurait pas étudiés. Et je pense que la diapo suivante, le problème viendra probablement de l'étude des interactions gène-gène. C'est-à-dire qu'il ne faut probablement pas additionner l'effet de chaque gène en disant le gène A plus le gène B plus le gène C, mais considérer que les gènes sont capables d'interagir ensemble et de définir des risques qui ne sont pas les mêmes que si on additionnait chacun d'entre eux indépendamment. De la même façon, on peut imaginer qu'il y ait des facteurs d'environnement, la diapo précédente, qui interviennent chez certains, en association avec certains gènes, et qu'en fait, c'est des combinatoires de l'exposition à des facteurs génétiques dans notre génome, plus des facteurs d'environnement, qui font qu'on devient malade, avec des expressions cliniques variables indiquées par les couleurs ici différentes des ovales. Évidemment, dans ce modèle-là, vous voyez que gènes et environnement sont très symétriques, et que finalement, on a les mêmes problèmes, les généticiens et les épidémiologistes, pour essayer de comprendre cette interaction gène-gène, gène-environnement, environnement-environnement, qui probablement sera la clé de la compréhension de cette maladie, la maladie de Crohn. La diapo suivante.
Alors juste quelques questions en suspens pour finir, parce que Clémentine m'a dit qu'il faut rester avec des questions et pas avec des réponses. Et donc je vous en ai listé quelques-unes, mais bien sûr c'est un choix personnel qui sort de ce topo. Par exemple, si on savait comment marchait l'assistance nutritionnelle, c'est vrai que probablement on ferait des gros progrès. Quels sont les facteurs de risque environnementaux? Ça, ce serait vraiment important parce qu'on pourrait peut-être prévenir la maladie, ce qui est quand même mieux que de la guérir. Quel combinatoire de facteurs de risque pour aller vers une médecine un peu personnalisée et prédictive? Dire à quelqu'un qui a tel gène dans son génome que faut qu'il évite de faire ci ou ça. Je ne vous ai pas dit, mais le tabac a un rôle dans la maladie de Crohn, mais il est connu, très connu, et donc je ne vous en ai pas parlé parce que c'est quelque chose de bien établi. Voilà. Et puis connaître les fonctions biologiques que je vous ai listées pour essayer d'aller vers des traitements autres que simplement d'enlever les lymphocytes de l'intestin, ce qui serait peut-être plus intéressant. Merci de votre attention.